Nous allons maintenant démarrer officiellement cette journée avec un panel sur une question importante, le dépistage de la surdité chez les nouveau-nés. Un programme québécois a été lancé il y a maintenant 10 ans, le PQDSN, comme M. Carman a expliqué, afin de rendre disponible partout à travers la province. Malheureusement, le déploiement est plus lent que prévu et même s'il se poursuit, comme l'a mentionné M. Carman dans son message d'ouverture, il n'est malheureusement pas disponible pour tous les nouveau-nés du Québec. Ma fille en est la preuve. Malheureusement, ça a occasionné beaucoup de retard quand on a finalement dépisté son problème. Je vais maintenant laisser la parole à la belle Rosalie. Bon panel à tous. Merci. En effet, le dépistage néonatal, c'est un sujet tellement qui me touche énormément parce que comme je suis enceinte, je veux dire, même si là, que ça ne me dérange pas du tout que mon enfant naisse avec une surdité, mais il faut dire aussi que mon conjoint est entendant et moi, je suis malentendante. Fait qu'on a comme une chance sur 2 d'avoir des enfants sourds. Alors, c'est pour ça qu'on ne sait pas, ça va être une surprise, mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète, honnêtement. Mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir le plus tôt possible, à la naissance, s'il y a une surdité. Parce que comme ça, je vais pouvoir me dire, OK, je vais plus le regarder face à face à mon bébé pour qu'il comprenne le plus possible mes expressions, qu'il me voit. Je pense que c'est ça qui est important pour moi. Alors, c'est pour ça que c'est important parce que j'aimerais ça lui fournir les outils nécessaires, pour que son développement, son apprentissage, que ça se passe le mieux possible. C'est ça. Fait que j'ai bien hâte d'entendre les 3 panélistes qui sont avec moi. Alors, merci d'être là. Puis, ça va vraiment me clarifier plein de choses et je vais apprendre plein de choses. Et c'est vraiment un plaisir. Alors, je vais vous demander, pour commencer, de vous présenter chacun de votre tour. Alors, je vais commencer avec Mme Duval, là-bas, s'il vous plaît. Parfait. Donc, mon nom est Dr Mélanie Duval. Je suis ORL pédiatrique à l'hôpital Montréal pour enfants depuis 2014. Donc, ma pratique est principalement focusée sur les enfants avec soit des enjeux d'audition ou des problèmes d'oreilles chroniques. Puis également, depuis cette année, c'est moi qui est la chirurgienne en charge du nouveau programme d'implant cochléaire pour le pôle ouest de la province du Québec qui prend place au Centre universitaire de santé unique. Mais merci d'être parmi nous aujourd'hui, c'est très apprécié. Madame Touga, à vous. Oui, bonjour, mon nom est Nadine Touga, je suis audiologiste depuis 2005. Je travaille principalement au CHU de Québec depuis maintenant 13 ans, même si j'ai travaillé avec une clientèle variée là, de 0 à 104 ans. Ma majeure est quand même avec la pédiatrie. Et j'ai été tour à tour coordonnatrice de la clinique au CHU de Québec. J'ai aussi des tâches d'agente de développement pour favoriser les nouvelles pratiques dans notre milieu. Et depuis 2020, je suis chargée d'enseignement clinique au programme de maîtrise en audiologie à l'Université Laval. Merci d'être avec nous, c'est un privilège. Madame Roussel, à vous, je sais que vous êtes présentée un peu tantôt, mais juste faire un petit résumé, s'il vous plaît. Oui, donc je suis directrice générale de l'AQEPA provinciale, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. On est un réseau d'associations régionales de parents d'enfants vivant avec une surdité, de jeunes adultes, sourds et malentendants et d'alliés. On a pour mission de favoriser et promouvoir l'inclusion sociale des jeunes vivant avec une surdité par le développement de leur plein potentiel. On existe depuis plus de 50 ans maintenant. Et donc notre rôle, ça va être d'accompagner les familles selon leurs besoins, peu importe le type de surdité, le mode de communication, dès la naissance, dès l'annonce du diagnostic jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de nous, éventuellement. Et on a également un rôle d'information, de sensibilisation, et on travaille à rassembler justement tous les acteurs qui vont aller dans le sens de notre mission. Merci d'être là, puis merci de représenter l'AQEPA, puis les parents d'enfants vivant avec une surdité aujourd'hui. Alors, merci à tous les 3 encore. Et pour commencer la conversation, j'aimerais que Mme Touga, vous me dites là, qu'est-ce que c'est exactement le dépistage néonatal? Puis aussi, quel est le
PQDSN. Puis c'est en quoi que tout cela consiste? Oui, ben, première des choses, un dépistage néonatal, ça veut dire un peu, là, on va essayer de dépister ou d'identifier les enfants qui ont une problématique de santé dès la période entourant la naissance, donc très rapidement. OK. Évidemment, nos techniques actuelles permettent aussi d'identifier certaines problématiques de santé avant la naissance des enfants. Pour l'audition, ce n'est pas le cas, il faut attendre que les oreilles nous soient disponibles. Le PQDSN, de son petit nom, je vais le rappeler, le programme québécois du dépistage de la surdité du nouveau-né. Donc, éventuellement, on en revient toujours au petit acronyme, c'est plus rapide. Lorsqu'il est déployé dans un centre de naissance, il permet d'offrir à toutes les familles l'accès au dépistage. Donc, c'est offert et c'est aux parents de consentir ou non à bénéficier du dépistage de leur enfant. Une fois le consentement reçu, donc le dépisteur peut s'avancer et faire l'examen de l'enfant. C'est un examen qui dure quelques minutes tout au plus et on souhaite un enfant endormi et on essaie très grandement de ne pas le déranger. On veut absolument un bébé endormi pour réussir là, un meilleur dépistage possible. Donc, c'est dans la douceur et c'est non invasif comme examen. Et en quelques minutes, on peut identifier un enfant. Bon, on a les réponses rapidement et le dépisteur peut dire aux parents s'il a réussi son dépistage ou s'il n'a pas réussi le dépistage là, déjà à la chambre de l'enfant. Est-ce que c'est clair? Tout de suite, le test, là, mettons comme moi, là, je vais faire le test là, en septembre. Est-ce qu'on sait vraiment si c'est positif ou négatif? Oui, absolument. Si c'est réussi, on a éliminé quand même beaucoup de types de surdité et beaucoup d'importance en termes de degré de surdité aussi. Si l'enfant n'a pas réussi, toutefois, il y aura une suite vers le département d'audiologie pour la reprise et la confirmation de la surdité et du type de surdité de cet enfant-là. Mais lorsque l'enfant réussit, clairement, on a éliminé beaucoup de problèmes auditifs auprès de cet enfant-là. Puis quand vous dites rapidement, ça veut dire c'est combien d'heures après qu'on fait le test, après la naissance? C'est combien d'heures après qu'on fait le dépistage néonatal? Le but visé, c'est avant le départ de la famille de l'hôpital. Ah, Et comme nos départs sont relativement rapides au Québec, hein, c'est très rapide. c'est très rapide, on essaie vraiment de s'enligner pour pouvoir faire le dépistage avant que la famille quitte. Et parfois, c'est 30 heures après la naissance que les familles vont quitter là, le département, là, les unités de soins. Parfois, c'est un petit peu plus long. On a un petit peu plus de jeu lorsqu'il y a une césarienne, par exemple. Là. Et voilà. Donc, c'est assez rapide là, quand même. Là, on veut éviter que les familles doivent revenir par la suite. On veut vraiment le faire avant le départ de la famille, après l'accouchement. Parfait. Mais c'est comme ça, c'est clair, je pense, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est le dépistage néonatal. Puis je pense que c'est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, tout le monde ensemble. Alors, mais il y a quelque chose j'ai entendu parler qu'il y a une courte, il y a comme une collaboration, je dirais, très étroite entre les OAL, comme Mme Duval, et les audiologistes, par rapport au point de vue de la surdité néonatale. Puis c'est à quel moment que les médecins OAL interviennent-ils par rapport au dépistage de la surdité chez les nouveau-nés? Donc, en général, on ne va pas être impliqué dès la première étape de dépistage. Donc, une fois que le bébé va échouer le dépistage, il va en général avoir une répétition du même dépistage pour voir qu'est-ce que c'est vraiment un échec ou non. Puis, il y a d'autres tests plus poussés aussi par la suite qui sont faits par les audiologistes pour essayer de comprendre la sévérité de la surdité, le type de surdité. Puis, en général, c'est suite à ce test-là que les ORL vont être interpellés pour aider à comprendre pourquoi l'enfant a une perte d'audition. Donc, ça va impliquer un examen ORL où on regarde justement les tympans, les oreilles, pour voir qu'est-ce que tout semble normal, est-ce qu'il y a du liquide dans les oreilles. Puis, dépendamment de la type de surdité, parfois d'autres tests aussi pour mieux comprendre la raison pour laquelle l'enfant entend pas bien ou une surdité. Ah, ben merci. Puis, est-ce que c'est tous les enfants qui peuvent avoir l'implant cochléaire? Ah, bien ça dépend vraiment du type de surdité. Donc, il y a définitivement un spectre si on regarde la perte auditive. Je dirais la vaste majorité des enfants qui échouent le test de dépistage néonatal
vont s'avérer à ne pas avoir de perte auditive suite au test de confirmation. Il y a d'autres enfants qui vont vraiment, probablement le plus gros groupe, c'est des enfants qui vont avoir, par exemple, du liquide derrière le tympan, qui est une perte d'audition qui est en général réversible. Donc, on peut, si ça ne se règle pas avec le temps, mettre des tubes dans les oreilles, enlever le liquide, puis retester à ce moment-là, voir si vraiment c'est la cause de la perte d'audition. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui échouent le test initial qui ont une perte auditive. Ce n'est pas tous les enfants qui échouent le test initial qui vont avoir une perte auditive qui est permanente. Donc, il y a définitivement différentes catégories dans tout ça. Puis, si on regarde implant cochléaire, l'implant cochléaire, c'est pour les patients ou les enfants qui ont la perte auditive la plus profonde, un peu comme toi, Rosalie. C'est des enfants que la perte est tellement profonde qu'ils n'ont pas de bénéfice à avoir des appareils auditifs. Donc, non, ce n'est pas pour tous les enfants. Puis, c'est pas l'implant cochléaire, ce n'est pas une solution miracle, si vous voulez. C'est juste un autre outil, une autre option de plus, justement, pour les enfants qui ne bénéficieraient pas des prothèses auditives. Il y a certains autres critères, à regarder, point de voir est-ce qu'ils sont éligibles ou non, mais vraiment, la chose la plus importante à avoir en tête, c'est que c'est simplement pour les enfants qui n'auraient pas de bénéfice avec les appareils puis qui ne peuvent pas apprendre à communiquer sans l'implant cochléaire. Merci. Alors, c'est sûr que c'est plus clair, évidemment. Puis, il est intéressant de voir tout le personnel mobilisé pour prendre en charge la santé auditive du nourrisson. C'est toujours agréable, mais il n'y a pas que le personnel médical qui est mobilisé. Alors, dites-moi, Mme Moussel, quand est-ce qu'un organisme comme l'ACEPA intervient auprès des familles, puis quel est son rôle? Alors, idéalement, le plus tôt possible, c'est le mieux. Dès l'annonce du diagnostic, nous, on peut être là justement pour accompagner les parents, les informer, les soutenir, les aider à passer au travers de tout un tas d'émotions qu'ils vont ressentir après l'annonce du diagnostic, parce que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de facteur de risque, il n'y a pas de surdité dans la famille. À peu près 90% des parents d'enfants sourds et malentendants sont entendants eux-mêmes. Donc, ça va être un nouveau monde qu'ils vont découvrir avec tout un jargon technique qui leur est inconnu. Donc nous, on va pouvoir éventuellement les aider justement à découvrir tout ça, à apprivoiser tout ça. Surtout que malgré la chronologie qui est mise en place par le PQDSN qui accélère le début de la prise en charge en réadaptation, il reste quand même un petit temps de latence au tout début où les parents vont ressentir un sentiment d'urgence justement à essayer de communiquer avec leur enfant puis à ne pas savoir comment faire. Donc nous, on peut intervenir justement à ce moment-là pour les rassurer, leur donner quelques conseils, quelques outils à mettre en place au quotidien avec une approche vraiment orientée plus sociale parce que notre rôle, c'est d'être là justement pour le volet social. Et on va également les aider à rencontrer d'autres parents, d'autres jeunes avec une surdité pour les aider à se projeter un petit peu, à être rassurés, à voir que différents parcours sont possibles, que oui, il y a une surdité, oui, il va y avoir des défis, mais il y a aussi des solutions qui existent et des très beaux parcours et puis chaque enfant est unique et chaque enfant va avoir son propre parcours. Et on offre également des services directement pour les enfants, de la stimulation précoce par la lecture, par le jeu, pour justement les accompagner dans le développement précoce. Mais merci, c'est vraiment intéressant. Puis évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais mes parents, quand ils ont su là, que mon père et moi, on était sourds, c'est sûr, ça a été tout un choc. Ils ne savaient pas quoi faire. Puis justement, ils sont allés à l'ACEPA. Puis ça les a tellement aidés là, parce que c'est là qu'ils ont rencontré d'autres parents qui vivaient la même chose qu'eux. Puis c'est là qu'ils ont vraiment, ils se sont dit, oh mon Dieu, OK, Mégane, on peut s'en sortir. Puis je pense que c'est grâce à l'ACEPA qu'ils se sont dit, Gann, c'est sûr que là, on a de la peine, mais plus tard, on va en rire. Tellement que nos enfants, on veut qu'ils soient heureux, puis je suis sûre qu'ils vont être bien dans leur peau, puis on va faire notre possible. Puis je pense que mes parents, pour vrai, merci à mes parents, là, je sais qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, là, avec moi, ils sont en Arizona. Tout ça pour dire que l'ACEPA les a tellement aidés. Puis juste, je pense que vous faites des échanges aussi hein, sur les réseaux sociaux, ça se peut-tu, entre parents? Est-ce que ça aide les parents, ce côté-là?
Il y a énormément de choses sur nos réseaux sociaux, puis les associations régionales ont également leurs réseaux sociaux avec des groupes privés pour les parents. On a également des capsules vidéo. L'AKEPA Montréal régional est également sur TikTok. Voilà, on essaye de rejoindre à peu près tout le monde par à peu près tous les moyens parce que oui, on veut être là le plus tôt possible, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce que tout le monde ne nous connaît pas encore, même si on se fait de plus en plus référer, notamment par les audiologistes, par tout le personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Donc voilà, on essaye vraiment de se faire connaître parce que justement, les parents qui nous connaissent nous le disent à quel point ça les a aidés, justement. Ah, ben c'est bien. En tout cas, mais c'est vraiment intéressant. J'en apprends toujours des choses. Mais c'est sûr que, c'est comme le dépistage néonatal, là, je pense qu'on est la seule place au Québec qui ne se fait pas automatiquement pour tout le monde dans l'Amérique. Alors, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a une solution qu'on peut faire pour qu'il y ait justement le dépistage de la surdité partout au Québec? Me semble que ça se ferait, c'est comme en ce moment, je fais des tests de la trisomie. Pour tout le monde, on le fait automatiquement. Ça devrait être la même chose aussi à la naissance, mais c'est sûr, ça dépend des hôpitaux. Il y en a qui l'ont déjà, il y en a que, c'est sûr, je pense, si l'hôpital, là, ils n'ont pas le dépistage de surdité, c'est où est-ce qu'on devrait aller, Madame Touga, pour faire un test? Mais déjà, actuellement, là, on parle du programme québécois, le PQDSN. Donc, lui n'est pas déployé partout. Il n'en reste qu'il y a des programmes de dépistage de la surdité qui sont quand même déployés un peu partout sur le territoire, mais avec les ressources humaines et les ressources techniques qui sont différentes et peut-être pas harmonisées dans différents services, là, dans différents hôpitaux. Et certains hôpitaux n'en ont pas non plus. Il faut noter que les enfants qui naissent avec certains risques additionnels de surdité, donc soit de la surdité dans la famille, mais où ils sont nés avec une particularité médicale, par exemple, sont déjà référés vers les services d'audiologie normalement de leur région. Malheureusement, on sait qu'une grande proportion des enfants qui naissent avec la surdité, on n'a pas de facteur de risque, comme mentionnait Mme Roussel. Donc, ces enfants-là ne pourront pas bénéficier d'emblée de cette courroie de référence-là avec les services de leur région. Maintenant, les poupons ont des suivis médicaux quand même assez rapprochés. Donc, parfois, c'est le médecin de famille qui va faire la référence ultérieurement, donc quand même les premiers mois de vie. La problématique avec ça, c'est que ça surcharge un peu les services qui reçoivent tout ça et qui font toute la pédiatrie de 0 à 18 ans. Donc, on essaie de contenir cette vague-là de petits poupons qui viennent à nos portes. Et ce serait beaucoup plus facilitant de l'avoir par ailleurs déjà là, dans la période néonatale, là, déjà filtré, on va dire ça comme ça, là, déjà au départ. Donc, il y a certains services quand même qui existent et courroies qui existent. Évidemment, le secteur privé est en effervescence aussi pour se positionner. De plus en plus, on a des services, mais ce n'est pas encore disponible dans toutes les régions là, pour pallier non plus. OK. Puis, est-ce qu'à l'hôpital de Sainte-Justine, ils peuvent faire aussi des tests pour la surdité? Ou parce que je pense que ma belle-sœur avec mon frère, les deux sont malentendants. Ma belle-sœur a des appareils auditifs et mon frère a un implant cochléaire comme moi. Et ils ont une petite fille, ma petite nièce, qui s'appelle Chloé, elle est extraordinaire, elle est tellement mignonne, mais elle est également sourde. Alors, elle, à son hôpital, ben justement, il n'y avait pas le dépistage de la surdité néonatale. Alors, c'est pour ça que là, ils ont eu, ils ont fait un premier test, là, je pense à l'hôpital de Sainte-Justine. Alors, c'est pour ça que je me dis. Ils ont fait le test, puis là, c'est ça, justement, après le premier test, ils ont dit, on va en faire un deuxième. Mais comme vous avez mentionné tantôt, souvent, on fait un deuxième test pour savoir qu'est-ce qui arrive et tout, là. C'est pour ça qu'après, ils ont su qu'évidemment, ils étaient sourds, mais ça leur dérange justement pas. Dans notre famille, on est en majorité des personnes sourdes, là. Fait que c'est même pas quelque chose qui nous fait peur. C'est ça. C'est sûr que, mais il y a un retard aussi hein, dans le déploiement du PQDSN. Comment ça se fait? Il y a un retard? Bien,
Oui, effectivement, tous veulent aller de l'avant, mais il n'y a pas de calendrier fixe non plus pour le déploiement. Il n'y a pas de date butoir pour qu'on arrive au plein déploiement de la province. Donc, évidemment, les centres hospitaliers accoucheurs qui veulent, ou les centres de naissance, on a les maisons de naissance aussi là, qui sont incluses là-dedans, qui veulent aller de l'avant, ils sont supportés pour le faire, mais certains centres sont réticents ou ne peuvent pas dans l'immédiat aller de l'avant pour plein d'enjeux. Là. Évidemment, on met à profit beaucoup les infirmières dans le processus parce qu'elles donnent déjà les soins aux enfants, mais les infirmières, ce sont des ressources précieuses et rares. Il y en manque. Il en manque et elles font un travail extraordinaire, mais beaucoup sont essoufflés et de devoir ajouter des tâches supplémentaires crée un peu de problématique là, dans certains endroits où ça ralentit le processus clairement et on doit déplacer ou former ces personnes-là aussi. Donc, on les perd temporairement pour les soins qu'elles donnent. Donc, c'est une logistique quand même qui est importante là, pour réussir à former et outiller un centre au complet là, pour bien démarrer le programme dans son entièreté. Ah, ben, oui. Mais il faut aussi se rappeler que ce programme a été lancé il y a 11 ans maintenant. À l'époque, on nous l'avait annoncé pour un déploiement total, je pense, en 2 ans à peu près. Bon, ça fait pas mal de retard. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on rappelle à chaque année la nécessité de mettre en place les moyens justement de le déployer dans tous les centres de naissance, avec toutes les contraintes qu'on connaît, que vous venez de nommer. Mais faut voir ça comme un investissement, dans le fond, parce que plus on identifiera tôt les surdités, plus l'intervention par la suite se fera facilement et les impacts négatifs seront moins complexes à rattraper. Donc, il faut vraiment voir ça comme un investissement et nous, on est là à chaque année pour le rappeler. Ah, ben, merci. J'ai une question par rapport à l'implant cochléaire. Est-ce que quand les parents y arrivent là, pour rencontrer, pour s'informer pour l'implant, par exemple, comment ils sont les parents? Est-ce qu'ils sont vraiment inquiets? Est-ce qu'ils sont angoissés? Qu'est-ce que vous faites pour les rassurer? Donc, je veux dire, une fois que l'enfant est diagnostiqué avec la perte auditive, ils sont par la suite pris en charge généralement par le centre de réadaptation régional, dépendamment de l'endroit où ils habitent. Puis ce centre de réadaptation-là fait vraiment un bon travail accompagner les familles dans le processus. C'est eux qui offrent les services d'audiologie, mais aussi d'orthophonie, de travail social, et des psychologues. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont disponibles à l'intérieur de ces centres de réadaptation-là qui aident les familles à cheminer un peu à travers ce processus-là, un peu comme l'organisme de Mme Moussel fait directement avec les familles, mais du point de vue des centres de réadaptation, c'est avec des professionnels là, pour aider à accompagner. Souvent, c'est justement gérer le deuil d'avoir un enfant qui n'est pas normal. Souvent, c'est essayer de travailler avec les familles pour essayer de leur faire réaliser qu'il y a d'autres méthodes de communication, qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour les aider. Donc, la plupart du temps à ce que l'enfant est diagnostiqué puis qu'il se rende jusqu'au cheminement de dire OK, ça va être un enfant qui va probablement avoir besoin d'un implant cochléaire. Souvent, ça a déjà été discuté avec la famille par les audiologistes, par les professionnels du centre de réadaptation. C'est sûr que oui, il y a certaines anxiétés qui vient toujours. C'est sûr que c'est une chirurgie. Donc, ce n'est pas quelque chose de mineur. Donc, c'est sûr que oui, il y a des anxiétés qui viennent avec tout ça. Mais je dirais que la plupart des familles sont vraiment contentes de voir qu'il y a une option qui existe qui va permettre à ce que leur enfant puisse entendre. Puis, on espère communiquer aussi de façon verbale, dépendamment des autres conditions médicales ou dépendamment de l'âge, puis ainsi de suite, parce que je pense que tout ça, ça relie un peu aussi justement l'importance du dépistage néonatal. C'est que le plus tôt l'enfant va être diagnostiqué, le plus tôt il va être pris en charge, puis investigué pour voir, OK, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter avec une chirurgie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter avec des prothèses auditives conventionnelles? Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'un implant cochléaire? Parce que les premières années du développement d'un enfant, c'est vraiment très crucial pour le développement de leur communication et de leur langage. Puis c'est quoi l'âge maximum pour que l'enfant peut avoir l'implant? C'est variable dépendamment du type de surdité, mais si on regarde par exemple un enfant qui est complètement sourd, qui n'a jamais entendu, l'implant doit être fait avant l'âge de 7 ans. Puis la raison étant que le cerveau d'un enfant est très plastique,
Donc, le cerveau va s'adapter selon les informations qu'il va recevoir. Donc, un cerveau d'un enfant qui est né sourd, qui n'a jamais eu aucune information auditive qui est arrivée au cerveau, le cerveau va dire, OK, je ne vais pas garder cet espace-là vide puis pas l'utiliser. Donc, c'est transformé, par exemple, au lieu d'utiliser l'information auditive, il va utiliser l'information peut-être plus visuelle qui va être utilisée pour la communication. Donc, plus que l'enfant est traité tard, plus ça va être difficile au cerveau de s'adapter à utiliser l'information auditive qui est reçue. Donc, même si tu mets un implant et que ça stimule, souvent, passé un certain âge, les bénéfices vont être beaucoup moindres, puis ça va être beaucoup plus difficile pour l'enfant de s'adapter justement à utiliser l'implant cochléaire. C'est ça. Puis, comme pour clarifier, j'ai souvent cette question-là par rapport à plusieurs personnes. Moi, j'ai juste un implant du côté gauche. Aujourd'hui, ils en font 2 souvent parce que c'est beaucoup meilleur. Je pense comme Jeanne Choquette, elle en a un implant des 2 côtés. Elle a eu des appareils auditifs avant, parce que ses oreilles ont toujours été stimulées. Alors, c'est pour ça qu'elle a pu avoir l'implant cochléaire des 2 côtés. Mais comme moi, dans mon temps, il faisait juste un côté. Et c'est pour ça que si j'en ai un deuxième, ça ne change absolument rien parce que ça fait trop d'années que l'autre oreille n'a pas été stimulée. Alors, c'est pour ça que le cerveau, dans le fond, c'est comme des muscles. Je pense qu'ils se concentrent tous d'un côté, mais je ne suis vraiment pas triste dans le sens que je suis habituée d'entendre d'une oreille, puis ça ne me dérange pas. C'est juste que j'entends moins le sens d'où le son vient parce que j'ai pas 2 implants. Parce que c'est sûr, quand il y a un ascenseur qui sonne, mais là, je vais dire c'est lequel. Mais sinon, il y a aussi, ça manque plus de concentration aussi pour comprendre les gens. Donc, des fois, je suis plus fatiguée après une journée, en se concentrant. Je pense après aujourd'hui, je vais dormir très bien. Mais, c'est ça, mais Madame Moussel, je me demandais, là, les parents, est-ce que la plupart des parents acceptent la surdité de leur enfant quand ils arrivent à la CEPA? Ça dépend. Ça dépend justement du parent, de son parcours, de ses croyances, de ses connaissances personnelles aussi par rapport à la surdité. Quand je parle de parcours, ça dépend justement de est-ce qu'il y a eu un dépistage à la naissance, puis tout s'est enchaîné très, très vite, ou est-ce qu'il a dû se battre pendant plusieurs mois, plusieurs années, justement après des doutes, justement en voyant peut-être un retard de développement de langage de son enfant. Voilà, ça dépend d'énormément de choses et aussi du professionnel ou de la professionnelle qu'il aura eu en face de lui au moment de l'annonce du diagnostic, parce que évidemment, c'est quelque chose d'humain. Donc, ça dépend des mots qui ont été utilisés par l'audiologiste qui a fait l'annonce également. Ça dépend des informations qui ont été données. S'il y avait énormément d'informations, ça se peut qu'on ait un parent qui était complètement sous le choc et puis il en a retenu 1/10 de ce qu'on lui a dit, évidemment, parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des parents aussi, ça dépend, c'est très personnel, ça dépend de leur profil et de leur posture. Certains qui vont être très confiants et puis se fier à 100% à ce que va leur dire l'audiologiste, par exemple, et d'autres qui vont avoir une réaction peut-être de déni, de refus, qui vont vouloir demander un deuxième avis. Ça arrive. Des parents, on a déjà eu des parents qui nous ont appelés en nous disant « c'est pas possible, mon enfant peut pas être sourd, moi je suis musicien ». Ça n'a pas de rapport. Mais voilà, chaque parent va traverser ce parcours-là de manière différente et nous, justement, on va les aider, on va leur réexpliquer, on va prendre le temps qui peut parfois manquer dans le réseau de la santé des services sociaux, malheureusement, parce qu'on connaît les contraintes. Donc, nous, on va intervenir à ce moment-là et aussi pour leur expliquer toutes les solutions possibles, parce qu'il y a autant de surdité que d'enfants. Il y a autant de parcours possibles et il y a différents moyens aussi de développer le langage des enfants. L'implant cochléaire est une des solutions, mais comme vous l'avez dit, les critères justement pour obtenir l'implant sont très précis. Il y a les appareils auditifs, il y a le développement avec l'orthophonie notamment de la langue parlée complétée, de supports visuels pour aider justement à la compréhension de la langue, et il y a aussi la langue des signes qui est une des options qui peut être utilisée soit en support à l'oral, soit à part entière comme la langue qui sera utilisée par l'enfant. Donc nous, notre rôle justement, c'est de présenter toutes ces options-là pour montrer qu'il y a plein de solutions qui existent, il reste à choisir, puis essayer, puis ajuster. Et ça va être un travail d'équipe. La famille va devoir travailler, les professionnels vont devoir travailler pour accompagner cet enfant, justement.
Merci d'aider beaucoup les familles. C'est ça qu'il faut, hein, parce que c'est normal, c'est nouveau pour eux, puis il faut qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité-là. C'est sûr, ça fait partie de la vie. C'est pas toujours facile la vie, mais on peut toujours s'en sortir, que je dis tout le temps. Mais Madame Touga, est-ce qu'il y a des parents qui refusent de faire le dépistage? Oui, oui, par conviction ou par le moment étant peut-être pour eux mal choisi. Des parents vont choisir de ne pas médicaliser non plus la naissance. Hein, ils vont faire des choix de ne pas accoucher, par exemple, à l'hôpital, ou ils vont le faire, mais pour une raison de sécurité, mais ils ne veulent pas de trop d'intervention médicale auprès de leur enfant. Et on doit accepter quand même très bien. Ça arrive dans une période qui est difficile pour les familles. Si les parents et dans la salle et moi-même, je me replace au moment où j'ai eu mon premier enfant, je pensais savoir ce qu'était devenir mère, mais non, hein, c'est un très grand palier à franchir. Et là, vient avec d'autres particularités qu'on ne s'attendait pas dans le cas de la surdité. Donc, il y a des parents qui ne sont pas prêts ou ne veulent pas aller vers ça. Ils pourront l'être plus tard. Il y a quand même un certain sauf-conduit, je veux dire, une petite voie de contournement dans les premières semaines de vie de l'enfant. Si les parents ont refusé le programme de dépistage dans le premier mois de vie, peuvent relever la main et dire « j'aimerais finalement y participer », il va être réintégré. Sinon, on devra prendre les autres avenues plus tard selon lorsqu'il sera prêt, si le cas échéant. Mais oui, ça arrive. C'est une petite portion des parents, mais oui, ça arrive. Certains veulent quitter aussi l'hôpital très rapidement. Ils ont d'autres enfants à la maison. Ils vont dire, je vais dire non, je vais court-circuiter tout ça, puis je vais quitter plus rapidement l'hôpital. Donc, chacun a ses objectifs et ses choix, et c'est à respecter. C'est pour ça que le consentement est demandé avant de faire le dépistage. C'est offert et non pas obligatoire. Mais c'est sûr, ça doit être plus difficile pour la suite des choses. C'est quand quand il va grandir, ben plus tard, on le sait, plus c'est difficile de suivre l'enfant puis dans son évolution, que je pourrais dire. Mais il y a quelque chose qui vient me chercher, c'est dans le sens que quand j'entends ça, je trouve que ça me surprend parce que, oui, je respecte leurs décisions, mais il me semble qu'on est mieux de le savoir. Mais c'est sûr, des fois, la nouvelle nous fait mal, hein, c'est sûr qu'on peut dire. Et ensuite, c'est ça, je voulais vous dire aussi, quel est le processus de prendre en charge lorsqu'une surdité est détectée? Fait que la première étape, là, c'est que eux, là, les parents, ils vont à l'audiologiste en premier. Oui, quand le dépistage est non réussi une première fois, il va être repris environ 2 semaines plus tard parce qu'évidemment, il peut y avoir du liquide, des débris dans le conduit de l'oreille qui peut expliquer là, que le test n'est pas réussi la première fois. Donc, on doit avoir deux échecs consécutifs au dépistage pour ensuite aller vers un test plus complet. Le dépistage permet de dire réussi versus non réussi. Donc, c'est assez simple comme façon de lire les résultats. Lorsqu'on se déplace vers le service d'audiologie, c'est un test beaucoup plus complet qui, là, vous va permettre de déterminer la sévérité de la surdité et le type de surdité. Dr. Duval en parlait tout à l'heure. Là, on peut avoir des surdités qui sont temporaires et pour lesquelles on peut agir avec un traitement ou par chirurgie. Et donc, on va au moins monitorer la récupération de ça pour s'assurer qu'on va vers un profil auditif amélioré et de retour à la normale. Mais aussi, on peut à ce moment-là vraiment mieux cibler quel est le type de surdité et l'impact que ça peut avoir. Et là, commencer à regarder les options avec les familles. Et il faut savoir aussi que la surdité ne vient pas toujours seule. Donc, on a les médecins spécialistes, mais on a aussi pédiatres, infectiologues, généticiens qui vont embarquer dans certains dossiers parce que la surdité va être le premier
je veux dire, symptôme ou le premier attribut médical identifié, mais ça peut venir avec d'autres problématiques de santé, là, comme des syndromes ou d'autres particularités. Donc, c'est arrivé encore que le programme de dépistage de la surdité ait, oui, identifié une surdité, mais il a permis aussi d'identifier d'autres problèmes de santé plus importants. Et là, ça fait un peu boule de neige parce que tous ces éléments-là doivent être pris en charge rapidement aussi pour la santé globale de l'enfant. Donc, ça a plusieurs, je veux dire, effets secondaires. Là. Il y a d'autres petites choses qui se greffent au programme de dépistage là, par rapport à ça. Mais merci. Madame Moussem d'avoir apporté un livre à ce que je vois. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce livre? Comme je le disais tantôt, une des clés par rapport à la sensibilisation, c'est l'information. Donc, l'information est essentielle pour les parents qui viennent d'apprendre la surdité de leur enfant. Et un des documents qu'on souhaite leur mettre entre les mains le plus tôt possible, c'est justement le guide « Votre enfant a une surdité, vous n'êtes pas seul », que les audiologistes, les orthophonistes, les audioprothésistes remettent aux parents. L'AKEPA également, donc il est gratuit. C'est un livre justement avec des... C'est comme un journal de bord d'un parent qui passe à travers toutes les étapes suite à l'annonce du diagnostic. Il y a énormément de contenu justement de vulgarisation et d'explication de tout ce nouveau jargon et de toutes les options possibles. Donc, c'est vraiment le livre de chevet à avoir entre les mains et il est préfacé par les parents de Rosalie. Et si j'ai bien compris, on le trouve où? Alors, vous pouvez le commander gratuitement sur le site internet de l'AKEPA. Vous avez une version PDF en ligne et on peut vous envoyer des exemplaires. Donc, si vous êtes des professionnels en contact avec des parents d'enfants sourds ou malentendants, vous pouvez nous en commander plusieurs boîtes. On en a des boîtes et des boîtes. Le but, c'est que les parents l'aient entre les mains. Donc, n'hésitez pas. Mais merci. Maintenant, quelles sont les alternatives au PQDSM? Quelles sont les alternatives? Bien, en fait, c'est un peu comme j'ai mentionné tout à l'heure, évidemment, les services d'audiologie actuellement essaient au meilleur de nos capacités d'absorber. C'est parce qu'on a fait beaucoup de prévention et les gens dans la population sont maintenant rendus à vouloir avoir accès à ce service-là. Donc, tous les acteurs de la santé auditive ont bien travaillé, je pense, sur ce front-là. Et maintenant, bien, les services d'audiologie essaient de pallier au manque sur le terrain là, du programme de dépistage. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait, puis il manque de ressources de notre côté aussi là, pour pouvoir le faire. Mais c'est sûr que dans le doute, ou si l'enfant naît, comme je disais, l'enfant qui naît déjà avec un petit risque identifié, des fois, c'est identifié plus tard, là, mais si on le sait déjà à la naissance, il va normalement être déjà dirigé vers les services appropriés, donc c'est rapide. Mais notre problématique est tous ces autres enfants qui n'ont pas encore été identifiés et qui n'ont pas d'autres particularités qui pourraient les mettre à risque, qui vont les faire accélérer le processus actuellement. Mais c'est sûr qu'au niveau de la prévention et de l'information, je pense que les enfants sont quand même identifiés beaucoup plus rapidement maintenant qu'ils ne l'étaient il y a quelques années de par justement la connaissance des parents. Maintenant, les enfants vont aller vers des soins de la vue plus rapidement aussi. Donc, il y a comme un effet dans la population actuellement, mais je pense qu'il faut continuer à faire nos efforts à terminer ce déploiement-là, très certainement, et d'en parler et que les parents puissent faire des représentations à leur lieu de naissance, pourquoi ce n'était pas accessible à ce moment-là. Donc, de donner un peu d'argumentaire pour dire, bien, vous avez l'opportunité, maintenant, il faudrait la saisir. Okay. Oui. Mais je pense Madame qu'un volet de tout ça qu'on n'a pas encore discuté qui est important, c'est qu'est-ce qui arrive avec justement tous ces enfants-là qui ne sont pas dépistés puis qui sont découverts plus tard. Puis je pense que M. Luc Poirier a un exemple de ça, justement. Sa fille a été diagnostiquée très tardivement. Je ne connais pas tout le processus par lequel ils sont passés, mais s'ils ne sont pas diagnostiqués à la naissance, parfois, il y a des parents qui vont être vraiment à l'affût, puis qui, après quelques mois de vie, vont remarquer que mon enfant ne réagit pas au son, puis ainsi de suite, qui vont procéder immédiatement pour être testés, puis essayer de pousser un peu plus tard. Mais il y a beaucoup de familles qui vont pas identifier aussi rapidement la perte d'audition. Donc, ce n'est pas rare qu'on va avoir des enfants qui sont rendus à 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Puis
Puis je pense qu'il y a beaucoup la communauté en général qui est de plus en plus au courant de l'autisme et ainsi de suite, qui est aussi relié à des problèmes de développement du langage. Donc, parfois, malheureusement, les enfants vont être un peu comme étiquetés comme autistes ou problèmes de développement, mais sans nécessairement avoir poussé un peu plus point de vue d'audition, puis qui vont être éventuellement diagnostiqués avec une perte d'audition. Donc, l'enfant n'était pas autiste, mais il ne pouvait pas communiquer à cause qu'il ne pouvait pas entendre, ce qui mène souvent à des problèmes de comportement puis de développement par la suite. Donc, je pense que ça, c'est pas juste pour souligner l'importance justement du dépistage néonatal parce que quand ça arrive plus tard, souvent le diagnostic est retardé, ce qui fait aussi que la prise en charge puis le développement de l'enfant va être retardé par la suite. Puis je dirais, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas un bon âge pour apprendre la surdité de son enfant. Là. Il y a souvent une question phare qui est posée. Est-ce qu'à la naissance, c'est un moment idéal parce que c'est déjà très chargé émotionnellement là, pour les parents à la naissance? Mais pour avoir annoncé, je ne sais pas combien de fois, la surdité d'un enfant, c'est jamais idéal. Donc, en éliminant cette question-là, on se dit le plus tôt, le mieux. Puis pas juste pour l'enfant, on parle du développement de l'enfant, là, mais le sentiment d'urgence qui vient chez les parents de les premiers jalons ne sont pas là, l'école va arriver, je ne suis pas prêt, on n'a pas mis en place. Ça déplace à peu près toutes les autres priorités et là, ça prend tout l'espace. C'est extrêmement anxiogène là, pour une famille. Ça l'est à la naissance, c'est anxiogène, mais ça développe encore plus tard une grosse boule d'anxiété pour les parents là, de rattraper ce sentiment de course qui vient par la suite. Hein, et ça, on veut éviter ça le plus possible. Donc, c'est toujours émotionnel, c'est toujours difficile de l'apprendre comme d'autres problématiques de santé. Mais c'est quand même... l'avantage est nettement plus grand que le désavantage de cette annonce-là. Pour faire du pouce, ce qu'on entend souvent dans la bouche des parents, c'est la culpabilité. Quand il y a eu justement un diagnostic tardif, la culpabilité est quasiment toujours présente, même avec un diagnostic précoce. Souvent, la maman qui a porté l'enfant se sent coupable. Il n'y a pas de raison à ça. Mais avec un diagnostic tardif, on a une double culpabilité de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su identifier, alors que les parents ne sont pas des experts en surdité. Donc, c'est normal qu'ils ne sachent pas forcément identifier. Donc, si on peut éviter ça, c'est mieux, c'est sûr. Et on a des surdités de degré moindre aussi qui passent essentiellement inaperçues. Donc, les parents ne peuvent pas l'identifier, ne peuvent pas s'en rendre compte non plus. Et le dépistage, même il vise une surdité quand même assez importante. On veut assurément, les outils peuvent identifier très, très bien un certain niveau de surdité. Ils sont quand même un peu plus puissants que ça, pourquoi on les avance. Donc, on va identifier des enfants qui ont des surdités plus petites, à une seule oreille. Donc, on réussit à aller chercher un plus grand éventail quand même que pourquoi le programme a été bâti. Et ces surdités-là prenaient des années à être identifiées. Encore dernièrement, là, j'ai identifié une surdité chez un enfant qui était déjà à l'école. Donc, c'est vraiment trop tard. Et là, justement, le sentiment de culpabilité, mais c'est impossible pratiquement de se rendre compte facilement, en fait, au quotidien pour des enfants qui ont une surdité qui est un petit peu plus partielle, par exemple. Et on va réussir quand même avec le dépistage à en identifier beaucoup là, de ces enfants-là. Surtout que ces enfants ont souvent des grandes capacités d'adaptation et de compensation, justement, qui fait qu'on ne va pas les détecter. Et ça me fait penser à un autre avantage du PQDSN, et puis on a vu le cas récemment, un enfant qui avait bénéficié à la naissance du dépistage. Ça a fait que ses frères et sœurs ont été testés également et on a pu identifier une surdité chez le grand frère, donc qui avait l'âge de 2 ans à peu près, et qui, lui, n'avait pas eu droit au PQDSN. C'est bien, mais c'est intéressant hein, d'écouter ça. Mais je dirais aussi que, comme ma petite est comme moi, là, puis Olivier, on s'est fait opérer pour l'implant à l'âge de 4 ans et demi à peu près. C'est sûr que nous, on a redoublé la maternelle parce que quand on a, comme l'implant cochléaire, la première année de maternelle, on rentre souvent à 4 ans au lieu de 5 ans, contrairement aux autres enfants. Pour que la première année, on a comme l'opération, fait qu'on manque beaucoup de journées, puis aussi, on refait la maternelle une deuxième fois
pour justement mieux s'adapter puis d'apprendre le tout là, à l'école. Mais c'est ça, fait que c'est ça qui nous a aidés. Comme Olivier, il l'a fait 3 fois la maternelle, mais ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de nous, puis on n'avait pas le choix. Parce que comme ça, pour les années suivantes, là, on était comme plus à la même place que les autres enfants. Puis c'est sûr que j'ai eu de l'aide, là. Tu sais, à l'école, des orthopédagogues, des interprètes, j'ai eu le système MF pour mieux entendre le professeur, donc j'ai eu beaucoup d'aide. Mais en ce moment, je vous le dis à vous, là, mais qu'est-ce qui me choque un peu, c'est que j'entends des gens autour de moi qui disent « Ah, mais là, les appareils, c'est gros, je suis mal à l'aise de le porter. » Mais honnêtement, qu'est-ce que vous préférez? De mieux entendre ou de porter un appareil? C'est comme les gens qui mettent des lunettes, là. Ben, on voit les lunettes, tu sais. Mais mettre un appareil ou des implants, oui, c'est derrière les oreilles, mais je vais vous dire quelque chose, là. Moi, là, au début, là, l'implant, là, c'était une ceinture, puis il y avait un boîtier, alors avec un fil, il fallait que je passe toujours en dessous de mon chandail, et ça allait jusqu'à l'oreille. C'était gros, là. Je jouais au soccer avec cette pochette-là qui bougeait quand je courais. Ben, c'est pour ça que quand quelqu'un me dit le petit truc là qu'on est rendu aujourd'hui, que ça les dérange de les porter puis que ça les rend mal à l'aise, moi, ça me... Mais ils n'ont pas vu là, mon implant que j'avais, là. Mais c'est ça, je veux dire, mais Mme Duban, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais c'est sûr que c'est vrai, même chez les familles avec des enfants, c'est encore un enjeu. Récemment, on a implanté une petite fille qui est réfugiée, puis les parents, justement, ils avaient mal compris initialement. Ils pensaient qu'on faisait la chirurgie, que c'était terminé, puis que l'implant fonctionnait. Mais quand ils ont appris qu'il fallait mettre quelque chose sur la tête, initialement, ils ont refusé la chirurgie. Ils aimaient mieux que leur enfant soit sourde que l'enfant ait besoin de porter une prothèse ou le processeur là, pour l'implant cochléaire. Donc, clairement, c'est encore quelque chose qui, pour beaucoup de gens, est moins socialement acceptable d'avoir à porter quelque chose sur l'oreille ou sur la tête là, pour l'implant. Mais comme tu le mentionnes, Rosalie, la technologie a beaucoup évolué. Puis même si on regarde, par exemple, les modèles d'implants cochléaires et des processeurs qui existent maintenant, il y en a même que tu n'as plus besoin de mettre quoi que ce soit sur l'oreille. C'est juste un petit rond que tu colles sur l'aimant qui est implanté. Puis avec quelqu'un qui a les cheveux longs, tu peux même pas, à peine le voir. Là. Donc, les choses ont beaucoup évolué. Mais oui, ça risque que c'est pas aussi socialement acceptable que des lunettes dans beaucoup de cas. Puis je pense peut-être un peu moins chez les enfants, mais encore plus, je dirais, chez les adultes, qu'il y a beaucoup qui refusent de porter une prothèse juste parce qu'ils ne trouvent pas ça. C'est exactement, l'esthétique, puis c'est moins acceptable. Ça montre que tu as je cherche le mot en français, disability, que tu as un handicap, exactement. Ça montre que tu as un handicap et ils ne veulent pas que ça soit quelque chose de visible, mais au bout de la ligne, comme tu le mentionnes, c'est beaucoup mieux de corriger la perte auditive et pouvoir fonctionner dans la société que d'essayer de fonctionner sans pouvoir bien entendre. Oui, Madame Sel. Dans le fond, on se fait souvent contacter par des parents qui se retrouvent avec leur enfant qui, d'un coup, se met à refuser de porter ses appareils auditifs. Ça arrive à différents âges. C'est important, justement, en fait, de promouvoir des modèles. Donc des jeunes adultes aussi qui portent des appareils, qui portent des implants et de les rendre visibles, que ce soit à la télévision, dans les séries, dans la rue, n'importe où. C'est important en fait de donner cette visibilité par rapport à cette différence. Donc ça va jouer un rôle sur les enfants sourds et malentendants eux-mêmes qui vont se dire « Ah ben c'est correct, je peux porter des appareils, il y en a d'autres aussi. » Puis pour le reste de la société, ça va rendre la surdité normale, avec des gros guillemets. C'est une des multiples caractéristiques et différences qui existent. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de toutous qui portent des appareils. Je crois même que Barbie a lancé une nouvelle Barbie avec un appareil. Voilà. Ça... de merde aussi. Des dessins sur l'implant, des Spider-Man sur des appareils aussi. On peut mettre de la couleur pour les enfants. C'est ça. Donc, c'est important de développer ça justement pour que ça devienne ordinaire. Oui, Madame Touga.
Mais je fais un parallèle entre les deux interventions, c'est que je pense et on voit dans le milieu qu'il y a vraiment un changement quand même dans la vision de la surdité, de la prothèse auditive en particulier. Mais si on se souvient, là, moi je porte des lunettes depuis 40 ans. Il y a 40 ans, il y avait 2 modèles. OK, en pédiatrie, on avait la lunette rose, puis on avait la lunette bleue. Puis toutes les filles de l'école portaient la même lunette rose, là. Et ce n'est plus le cas présentement. Il y a un pincement de cœur pour un parent de devoir mettre des petites lunettes à son très petit enfant. OK? Ça n'enlève rien à ça. Mais effectivement, il y a une plus grande variété, c'est rendu coloré, mignon. Les prothèses sont allées un peu dans la même direction. Et je pense que nos enfants le naviguent beaucoup mieux. C'est les parents qui ont un peu plus de difficultés, là. Les enfants dans les classes avec leur petit ami qui porte des prothèses, bien oui, lui, il porte des prothèses. Puis l'autre, il y a des orthèses dans ses souliers. Puis l'autre porte des lunettes. C'est devenu un amalgame. On est dans une ère un peu je cherche en français les différents schémas corporels, l'inclusivité et tout ça. Et je pense qu'on est vraiment dans cette ère-là et ça fonctionne. Il y a beaucoup de choix maintenant pour la pédiatrie en termes d'appareils auditifs et de décoration de l'appareil auditif. Mais je pense que ça joue beaucoup sur l'acceptation de l'enfant. Pour les parents, c'est parfois un peu difficile. On voudrait que ce soit discret, mais là, il va y avoir Spider-Man. Donc, c'est un petit choc, mais ça fait partie d'amener l'enfant à bien collaborer à son processus d'adaptation à cette prothèse-là. Donc, on le fait pour d'autres choses. On le fait pour qu'ils brossent leurs dents puis pour qu'ils mettent leurs chaussures. Donc, on essaie des moyens qui fonctionnent aussi, là. Mais je sens quand même dans la population un petit vent de changement par rapport à ça, contrairement peut-être à mon début de pratique, là, où c'était plus difficile. Madame Duval, je ne sais pas si vous savez, on est combien d'enfants sourds à peu près au Québec? Est-ce que vous le savez à peu près? Non, hein? J'ai aucune idée. Peut-être que Mme Moussel aurait meilleur chiffre que moi. C'est très compliqué d'avoir des statistiques justement sur la surdité pour tout un tas de raisons. En général, on estime que 4 à 6 enfants sur 1000 naissent avec une surdité, ce qui fait à peu près 425 naissances par an au Québec. 425. Là, c'est juste pour les surdités à la naissance. Ensuite, il y a toutes les surdités acquises par après, ou les surdités non détectées à la naissance et qui sont dégénératives. Donc, c'est compliqué d'avoir des chiffres. Parfait. Oui. Mais le dernier recensement canadien chiffrait à 8 les enfants de moins de 15 ans avec une surdité. 8 des enfants entre 0 et 15 ans avaient une surdité au Canada, dans le dernier recensement canadien. Et là, évidemment, il peut y avoir la surdité acquise avec une perforation tympanique, traumatique, des maladies. Bon, c'est tout un amalgame. Le chiffre à la naissance est tout à fait exact et varie un petit peu selon les études, mais on est à peu près dans cet ordre-là. Mais après ça, va s'accumuler la vie et les accidents, les problématiques d'oreilles chroniques qui sont quand même fréquentes chez les enfants. Et si elles sont bien traitées et tout ça, là, ou les conséquences de ça. Donc, ça augmente quand même beaucoup. Et là, pour reparler de la santé au dépistage avant la rentrée scolaire, et là où s'accumulent d'autres types de surdité que celle qui est détectée à la naissance, évidemment. Là. Parfait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est beau. OK. Madame Duval, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux parents? Quand ils viennent vous voir, là, est-ce que vous avez un conseil, quelque chose? Mais dans le fond, du moment à ce qu'ils se rendent à l'ORL, en général, ils ont déjà eu le diagnostic avec l'audiologiste. Donc, pas toutes les familles qui l'acceptent nécessairement. Là, donc, souvent, on a du travail à faire avec eux, nous aussi. Mais du moment qu'ils viennent avec nous, souvent, les familles, c'est plus pour répondre aux questions pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour cheminer suite à tout ça.
Donc, quand on va aller voir en ORL, par exemple, si on prend un patient qui est complètement sourd, là, qui a une surdité profonde, mais la première étape, c'est comprendre pourquoi est-ce que l'enfant a cette surdité-là. Il y a certains cas qu'il y a une histoire familiale, comme par exemple dans ton cas, Rosalie, où on va dire, OK, probablement c'est génétique. Il y a quand même des tests qui vont être faits pour voir, OK, est-ce qu'on peut identifier le gène qui a causé la perte d'audition dans ce patient-là ou dans cette famille-là. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées dans les dernières années. Donc maintenant, quand ils sont vus en génétique, c'est une prise de sang puis qui regarde pour quelques centaines de gènes qui ont été identifiés, qui sont associés avec la perte d'audition pour voir est-ce que l'enfant est porteur d'un de ces gènes-là qui pourrait potentiellement expliquer la perte d'audition, ce qui permet non seulement pour la famille de comprendre pourquoi leur enfant n'entend pas, mais aussi pour voir quel est le risque, par exemple, s'ils planifient avoir d'autres enfants dans le futur. Est-ce que c'est une chance sur 2, une chance sur 4, dépendamment là, de ce qu'il y en est. Donc, ça, c'est une partie du test. Aussi, on va regarder l'anatomie de l'oreille interne. Donc, parfois, ce n'est pas quelque chose de génétique, mais c'est que pour une raison ou une autre, la cochlée n'est pas bien formée. Parfois, ça peut être dû à une infection virale qui est quand même commune, là, qui est un virus qui s'appelle le cytomégalovirus. La plupart des gens ne sont pas tant au courant de ce virus-là. Il y a de plus en plus d'éducation qui est faite là, pour essayer de sensibiliser le public que c'est un virus qui est quand même important parce que c'est une des causes les plus importantes de surdité congénitale. Puis cette surdité-là, elle est un peu particulière parce qu'elle peut être détectée à la naissance, mais c'est aussi une surdité qui peut progresser avec le temps. Donc souvent, justement, c'est des enfants qui peuvent passer le test de dépistage. Donc ça arrive, des enfants qui passent le test de dépistage puis qui éventuellement développe une perte d'audition qui peut aller jusqu'à une perte profonde nécessitant un implant cochléaire. Donc, d'où là l'importance de, oui, il y a le dépistage néonatal, mais ça fait un pont avec le prochain panel où on discute, OK, avant l'entrée scolaire, de réévaluer l'audition parce qu'il y a des enfants qui vont passer le test de dépistage, mais qui vont développer une perte d'audition qui peut être quand même importante plus tard. Donc, il y a plusieurs avenues. OK, on va comprendre pourquoi l'enfant n'entend pas bien, une perte d'audition. Parfois, on ne trouve jamais d'explication, puis on dit, OK, l'enfant n'entend pas bien, on va le traiter, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'un jour, la recherche va démontrer d'autres gènes ou quoi que ce soit qui va permettre d'identifier, mais c'est là où en est la connaissance des choses aujourd'hui. Donc, c'est souvent le rôle d'ORL est ça. Puis aussi, point de vue intervention. Donc, si on voit que c'est une perte qui est temporaire ou souvent c'est une perte conductive, donc peut-être à cause du liquide ou à cause de quelque chose qui n'est pas dans l'oreille interne, mais dans l'oreille moyenne, si vous voulez. Mais parfois, c'est quelque chose qui est réversible. Donc, si c'est le cas, on discute avec la famille, OK, quelles sont les options? Parfois, on fait un traitement, puis on répète le test d'audition plus tard pour voir si les choses sont revenues à la normale. Donc, c'est vraiment le traitement. Le traitement puis les investigations, c'est fait main en main avec l'audiologiste. Donc, nous, à l'hôpital Montréal pour enfants, nos cliniques sont connectées. Donc, on a la même réception. Il y a une porte en arrière de notre clinique, donc on peut facilement communiquer ensemble. Puis souvent, quand les parents viennent justement au rendez-vous pour le test d'audition, c'est combiné avec un rendez-vous en ORL. Donc, après ça, on regarde le test d'audition avec l'audiologiste puis on dit, OK, qu'est-ce qu'on devrait faire avec le patient? Est-ce qu'on a besoin d'autres tests? Est-ce qu'on a besoin de parler, faire des tubes pour enlever le liquide? Donc, c'est vraiment un travail de collaboration là, entre l'ORL puis l'audiologiste. Merci, mais par exemple, là, si une personne a une surdité moins profonde d'une oreille, puis l'autre vraiment profonde, est-ce qu'on peut mettre un implant et un appareil auditif de l'autre côté? Oui, tout à fait. C'est définitivement une option. Je pense que si on recule plusieurs années, ce n'était pas offert comme option, mais maintenant, de plus en plus, on est au courant des bénéfices d'avoir 2 oreilles. Ça a été mentionné un peu plus tôt. Là. Si on recule 20, 30 ans, on dit OK, on met un implant, l'enfant peut entendre, c'est bon. C'est tout ce qu'on veut. C'est ce qui est le plus important. Mais maintenant, il y a de plus en plus de bénéfices qui ont été démontrés à avoir 2 oreilles, donc pour la localisation, pour apprécier la musique, pour bien communiquer dans un environnement, pour bien communiquer et entendre dans un environnement qui est bruyant. Une classe, c'est un exemple. Il y a d'autres outils qui existent comme le système MF et ainsi de suite, mais clairement, 2 oreilles, c'est mieux qu'une. Ah, c'est bien. Merci à vous trois. Je vais juste vous poser une dernière question, puis j'aimerais ça que vous répondez chacun votre tour. Quels sont les impacts de ne pas dépister la surdité à la naissance le plus tôt possible? Vous pouvez commencer, Mme Michel. Quels sont les impacts?
les impacts pour vous? Le fait d'avoir pour un enfant une surdité non identifiée, il va être privé en tout ou partie de l'accès à ce qu'on appelle un bain linguistique, donc à ce qui va lui permettre de développer son langage comme n'importe quel enfant. Donc, ça va entraîner évidemment des retards de développement du langage, des retards aussi psychosociaux, émotionnels, etc. Donc, les impacts peuvent être multiples, ça dépend de plein d'autres éléments, évidemment. Je l'ai mentionné tantôt, la culpabilité, puis toute la charge qui va venir après, justement, pour essayer de rattraper ce retard une fois que la surdité est identifiée. Ça va être encore plus d'efforts à fournir pour justement venir rattraper tout ce qui n'a pas pu être fait avant. Parfait, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou c'est à peu près... Mais c'est très complet, là, mais je reviens aussi surtout la portion d'identifier peut-être d'autres problématiques qui viennent avec la surdité, qui sont très importantes aussi, et de prendre en charge tout cet aspect-là. Donc, on parlait tantôt du cytomégalovirus, mais à partir de maintenant, les enfants qui sont dépistés chez nous, par exemple, qui ne réussissent pas le dépistage de la surdité vont automatiquement avoir un dépistage de ce cytomégalovirus-là et on peut traiter les enfants dans les premières semaines de vie. Donc, il y a plusieurs autres éléments qui se greffent à ça, mais clairement, là, tout le reste développemental est crucial par la suite là, pour ne pas... on pense qu'on va régler la problématique, mais ça nous suit et ce retard-là nous suit jusque dans la période scolaire et on voit un nombre grandissant de décrochage, par exemple. Donc, c'est socio-économiquement, c'est à long cours de ne pas le faire très tôt. Le développement de la parole aussi, j'imagine, ça doit venir plus tard aussi. Non, je pense que si on regarde même les études scientifiques, le plus tôt est le mieux. Si on regarde, par exemple, le pire scénario, qui est les enfants qui ont besoin d'implants cochléaires, qui ont des pertes profondes, il y a de plus en plus d'études qui sortent qui disent il faut implanter avant 12 mois. Si tu implantes avant 12 mois, il y a des bonnes chances que si c'est un enfant qui est autrement normal, que le développement du langage va être similaire ou pareil un enfant qui entend normalement. Donc, clairement, le plus tôt, c'est identifié parce que c'est sûr que ce n'est pas le jour que tu identifies que tu es traité. Donc, il y a toujours des délais dans tout ça. Donc, le plus tôt que l'enfant va être identifié, le plus tôt qu'il va être pris en charge puis qu'on va pouvoir intervenir parce que justement, les ressources qui sont nécessaires pour un enfant qui est diagnostiqué à 2, 3, 4 ans, qui commence à être traité à cet âge-là, il y a tellement un gros retard point de vue du langage. Souvent, il y a plein de problèmes aussi de comportement qui ont été créés du fait que l'enfant n'a pas été capable de communiquer, veut communiquer. Souvent, c'est des enfants normaux, mais ils ne sont pas capables. Donc, ça mène à des enfants qui vont être étiquetés autisme ou colériques ou ainsi de suite parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute que le plus tôt est le mieux. Puis il y a encore beaucoup d'espoir que le PQDSN va devenir universel le plus tôt possible parce que ça a été clairement démontré là, que les avantages sont énormes d'identifier la perte auditive plus tôt que plus tard. C'est bien, mais c'est comme moi que je vous ai dit tantôt, je l'ai eu à 4 ans et demi, l'implant. Comme ma petite nièce, elle l'a eu à 7 mois. Alors, c'est incroyable la différence d'âge. Donc, elle, là, elle vient d'avoir 2 ans, puis elle dit déjà mon nom. Rosalie, puis là, je capote, tu sais, puis elle dit des mots encore, tu sais, parce qu'on voit déjà là qu'elle a vraiment développé assez rapidement. Alors, merci vraiment pour vos réponses et merci pour votre ouverture durant ce panel. Je suis vraiment heureuse d'avoir parlé avec vous, puis aussi d'avoir appris plein de choses que je vais m'en servir très bientôt pour mon petit poupon. Alors, le public, j'espère que vous avez appris aussi des choses de cette discussion. Alors, il est maintenant le temps de penser à la période de questions. Il y a un micro dans la salle. Il y a 2 micros, en fait, que vous pouvez y aller chaque à votre tour poser des questions à tour de rôle et nos 3 panélistes vont pouvoir vous répondre aux questions. Mais on va commencer d'abord avec les questions dans le Zoom. Hein? Est-ce que c'est correct, Jeanne, ou on va... OK, parfait. Ben, là, Jeanne, avez-vous une question? J'en ai plusieurs. C'est bon. C'est une déformation professionnelle de journaliste. Nadine, est-ce que vous pouvez nous expliquer
concrètement, là, spécifiquement, le test, est-ce que c'est comme ça a l'air comme ah, mon Dieu, c'est épeurant. C'est quoi, en quoi ça consiste là? Parce que je sais que vous me l'avez expliqué personnellement, puis c'est tellement simple, j'ai fait ah, OK. Donc, c'est les infirmières qui le passent, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent le passer? Tout membre d'un ordre professionnel peut être formé à faire le dépistage. C'est sûr que présentement, dans le réseau, c'est essentiellement des infirmières auxiliaires qui le font parce qu'elles font déjà le soin au bébé et elles ont déjà la disponibilité et savent le moment opportun pour faire le test là, pour ne pas déranger la famille et avoir une condition idéale. Donc, c'est un peu ça qui se dessine actuellement. C'est souvent des infirmières auxiliaires, mais on pourrait avoir d'autres membres d'un ordre professionnel pour faire ce type de dépistage-là si c'est disponible. Il existe 2 types de dépistage. Le choix des 2 va s'appuyer sur les risques inhérents à l'enfant. Donc, l'enfant pour lequel on a identifié certains risques de surdité plus importants que d'autres vont bénéficier d'un type de dépistage et l'autre portion de la population va avoir le deuxième. Les 2 sont très puissants et ne regardent pas exactement la même chose. Un des dépistages nécessite que l'on insère une toute petite sonde, évidemment, format oreille nouveau-né, donc c'est minuscule, délicatement dans l'oreille. Je rappelle, on ne veut pas réveiller l'enfant, idéalement. On marche sur des œufs tout le temps. Donc, on insère délicatement un petit écouteur dans l'oreille. Cet écouteur-là va envoyer un son très faible. Donc, évidemment, on veut éliminer des surdités, pas juste importantes, mais plusieurs degrés. Donc, on envoie un son qui est quand même assez petit. Et l'oreille qui est saine et qui est dégagée de débris et de liquide le son va permettre, ça va permettre au son de voyager jusqu'à l'organe qui entend, la cochlée, et cet organe-là nous renvoie un écho qui est mesuré par cet écouteur-là. Donc, c'est quelques minutes tout au plus, parfois quelques secondes lorsqu'un enfant dort à point fermé. Donc, ce test-là est très rapide et nous permet quand même d'éliminer plusieurs problématiques. L'autre test, c'est aussi un petit écouteur. Il faut quand même envoyer des sons dans l'oreille, donc c'est souvent le même écouteur. Mais il y aura 3 petites électrodes en gel collant qu'on va appuyer sur la tête de l'enfant. Et ces électrodes-là vont capter l'information un petit peu plus loin que l'oreille, un peu plus loin proche du cerveau, je vais dire ça comme ça, l'information que l'enfant entend. C'est un petit peu plus complexe, mais ça reste que c'est complètement indolore, c'est quelques minutes et encore une fois, l'enfant n'est pas au courant qu'il vient de se passer quelque chose. D'accord. Donc, ce n'est pas intrusif, finalement. Absolument pas. Excellent. Mais merci. Ma deuxième question, je sais que ça peut paraître assez évident, mais pour un parent dont l'enfant n'aurait pas eu ce test-là, ça serait quoi les signes précurseurs, là, de dire « Oh, je pense qu'il faudrait que j'aille consulter ». Comme quand je parle les premiers jours, c'est de frapper les mains à côté de l'oreille de l'enfant. Comment ça pourrait? De toute évidence, les premières semaines de vie de l'enfant, on n'a pas beaucoup d'indicateurs francs. Okay? Les seules réactions auditives que l'enfant peut nous émettre vont être un sursaut quand c'est un bruit fort. Il ne va pas réagir nécessairement au son faible. Donc, les enfants, là, dans les premiers mois de vie, entendent les sons faibles, mais ne vont pas nous démontrer qu'ils les entendent. Ils vont réagir à des sons forts, des sons subis. On voit les enfants écarquiller les yeux, arrêter de téter, ou au contraire, entendre la voix de maman puis commencer à téter très activement de bonne heure. Donc, c'est très subtil quand même comme type d'informations qu'on va avoir chez les tout jeunes enfants. Et on a des enfants qui ne sursautent pas et qui entendent parfaitement bien parce qu'ils dormaient à point fermé. Donc, on va avoir des parents très inquiets et ça va s'avérer être parfaitement normal aussi. Je pense que vers le 2-3 mois où là, les échanges et les périodes d'éveil augmentent chez l'enfant, c'est là que les parents vont commencer à avoir des doutes un peu plus soutenus par rapport à l'audition de leurs enfants parce que clairement, ils sont surpris quand ils nous voient, ils ne nous ont pas entendus rentrer dans la pièce ou s'approcher d'eux. Encore une fois, ils ne vont pas réagir à des sons que les autres membres de la famille vont trouver désagréables, forts ou subis. Donc, à ce moment-là, on va voir un peu les inquiétudes apparaître plus franchement auprès des parents là, dans cette période-là. Mais la toute petite enfance, les quelques premières semaines de vie,
c'est incroyablement difficile là, d'avoir des indicateurs clairs. Mais comme mes parents, comment ils ont su qu'Olivier il était sourd? C'est parce qu'il recevait de la visite chez nous, puis il faisait des soupers là, vraiment bruyants, puis le bébé, il dormait. Puis il parlait à côté, puis il n'y avait pas de réaction. Ben, c'est là qu'ils se sont mis en doute. Puis aussi, ma petite nièce, je dirais, avant qu'elle ait eu l'implant, elle regardait beaucoup au sol. Elle n'avait pas beaucoup de contact visuel. C'est drôle à dire, mais je pense que l'audition, ça vient avec le contact visuel quand on réagit, quand on entend. Donc, elle regardait beaucoup le sol. Il fallait rentrer dans sa bulle. Il fallait comme essayer c'est comme ça qu'elle réagissait, mais maintenant, elle a beaucoup plus de contact visuel parce qu'elle entend les sons et c'est des petites choses comme ça là, qui a fait en sorte qu'on a su qu'elle était sourde ou C'est bon. on l'a su avant, mais c'est un signe. C'est bon. Excellent. Bien, merci beaucoup. Dernière question rapide, là, parce que je vais laisser la place aux autres. Docteur Duval, quel est l'âge minimum? Est-ce qu'il y a un âge minimum pour un implant cochléaire? Officiellement, au Canada, c'est approuvé à partir de l'âge de 12 mois, si je ne me trompe pas. Mais il n'y a pas d'âge minimum. Donc, il y a certains cas où il y a urgence d'agir. Par exemple, un enfant qui perd l'audition après une méningite où tu as vraiment une fenêtre de temps très limitée où c'est possible de faire l'implant. Donc, ça a été fait le plus jeune que je suis au courant au Canada, je pense que c'est 4 mois. Donc, la chirurgie elle est quand même possible. C'est un peu plus risqué, mais c'est quand même possible. Mais en général, un enfant, par exemple, qui a une perte bilatérale, congénitale, le but, c'est d'implanter entre 9 et 12 mois. Merci beaucoup. Oui, bonjour. J'ai une question qui vient du Zoom de Mme Nathalie Bastien. La question est la suivante. Peut-on dépister pendant la grossesse aussi? Non. Actuellement, ce n'est pas vraiment possible. C'est sûr que certains enfants, pendant la grossesse, vont être identifiés avec une problématique de santé. Donc, à la naissance, on va être beaucoup plus à l'affût de suivre ces enfants-là, pas juste avec le dépistage, mais probablement un suivi plus actif par la suite. Mais actuellement, non, on attend l'accès des oreilles pour être capable de faire un test auditif actuellement. OK. Il y avait comme une sous-question aussi. Elle demandait qu'est-ce qu'on considère comme un facteur de risque? Il en existe plusieurs. La surdité dans la famille proche, clairement, est un indicateur parce que parfois, on n'a pas identifié la génétique, mais elle est là encore. Il y a plusieurs difficultés à la naissance, comme les grands prématurés, par exemple, qui peuvent être un petit peu plus à risque. Ceux qui ont eu certaines maladies, comme le cytomégalovirus qui a été identifié, les enfants qui naissent porteurs d'un syndrome connu, comme par exemple la trisomie 21, qui est quand même assez courant, qu'on est capable d'identifier. Et d'autres problématiques de santé liées à la naissance. Donc, tous les enfants n'ont pas une naissance facile, des parents aussi, je vous dirais, là. Donc, qui ont été mis sous respirateur, qui ont eu d'autres problématiques, qui ont eu certaines médications pour leur sauver la vie, mais peuvent avoir créé certaines problématiques au niveau de l'audition. Donc, on a vraiment toute une liste identifiée là, pour suivre ces enfants-là et le dépistage ne sera pas nécessairement à la fin de ce suivi-là. C'est le premier jalon pour ces enfants-là. On va les suivre encore un petit peu plus tard pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre chose qui apparaît. D'accord. Merci. Oui, à vous. Oui, bonjour. Mon nom est Elisabeth, je suis sur le CA d'Audition Québec. J'ai 2 questions et un commentaire. La première question, c'est pour Claire, pour ce livre fantastique qui a été fait. Est-ce qu'il existe en anglais? Non, malheureusement, pas encore. Est-ce qu'un jour, il va exister en anglais? On l'espère. On va travailler à traduire notre site Internet et éventuellement ce guide, mais ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc, des subventions, mais on le souhaite. Est-ce qu'il existe un livre équivalent pour l'entrée en classe, en maternelle et à l'école des enfants qui sont appareillés, qui serait l'équivalent? Alors, on n'a pas de livre à proprement parler. Par contre, on a une trousse sur notre site web pour la rentrée scolaire, justement avec énormément de contenu, de fiches pratiques, d'articles et de conseils, à la fois pour les parents, pour les enfants et pour l'équipe école, justement pour faciliter l'entrée à l'école. Fantastique. Et maintenant, c'est juste un
commentaire. D'abord, merci pour ces interventions qui sont magnifiques. Je voudrais juste faire un commentaire. D'abord, moi, je suis malentendante depuis 40 ans. J'ai des prothèses depuis 40 ans. J'ai un petit-fils de 3 ans. Sa grande fierté, c'est de voir sa grand-maman avec des prothèses. Et à l'école, c'est pour ça qu'on part de la culpabilité parentale à la fierté des enfants. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que dans sa petite garderie, il y a un enfant qui a un implant cochléaire. Et sa grande fierté, c'est de dire « T'es comme grand-maman, t'as un implant cochléaire. » Et pour lui, c'est quasiment une fierté. C'est quasiment un signe comme porter des lunettes, comme porter des... et je trouve que dans ce sens-là, on fait un bond fantastique où on passe de la culpabilité parentale à la fierté, je dirais, des enfants. Alors voilà. Et grand merci, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. À vous, Madame. Oui, bonjour, mon nom est Louise. C'est davantage un témoignage que j'aimerais faire, suite, entre autres, à toutes vos interventions qui relataient la réticence, sinon le refus des parents d'accepter une intervention médicale, de toute façon. À ce moment-là, j'imagine aussi même qu'ils deviennent sourds eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce qui s'ensuit et ce que ça représente pour toute une vie. J'ai moi-même un enfant et j'ai travaillé dans le milieu de la surdité. Le témoignage relève d'un assez grand nombre d'années déjà où je faisais partie d'un organisme qui s'appelle Nourri-Source. J'ai nourri ma fille pendant 6 mois. D'autres le font 1 an, 2 ans. Je veux également questionner, s'il y a une question, est-ce que ces organismes, justement, d'encouragement et de soutien à l'allaitement ne sont pas des lieux où l'information doit être donnée, l'importance de sensibiliser les parents, les mères, les pères qui sont là, que le comportement de l'enfant peut être déjà très senti par la mère durant ces jours, ces semaines, ces mois. Quand une mère apprend ça à 2 ans, puis si elle n'a pas eu d'informations avant, je pense qu'il y a tellement une grande proximité. J'ai eu un appel d'une dame, d'une mère. Elle dit, j'ai 3 enfants, mon 4e vient d'avoir un diagnostic. Imaginez la culpabilité, imaginez le malaise, comment je vais faire, quel avenir lui est réservé. Et je sentais très précieux l'intervention que j'avais à faire parce que c'était toute sa sensibilité, son corps. Et j'ai misé sur cet enfant n'est pas qu'une paire d'oreilles. Il faut le voir de façon holistique. Vous allez le nourrir, vous allez lui donner l'amour, la tendresse, vous allez lui parler, vous allez écouter la musique que vous aimez écouter. Vous faites tout votre possible pour donner. Exactement. Et ensuite, c'est au jour le jour que maman, papa, les frères vont s'habituer à cette réalité et de concert, participer à ce futur qui est traumatisant. Donc, je comprends très, très bien les parents qui ne veulent pas. L'implant sur le cerveau. Comment est perçue la déficience mentale? Pourquoi il y a on le sait, dans le milieu de la surdité, il y a eu des générations où les personnes étaient identifiées à des déficients mentaux. Et là, on va brancher ça là, puis il faut expliquer à toute la population pourquoi il y a ça. Alors oui, beaucoup plus d'informations. N'oubliez pas les associations d'encouragement à l'allaitement. Et définitivement, il faut faire disparaître les tabous. Et il y a un gros manque d'informations. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci. À vous. Bonjour, mon nom est Suzanne Beaupré. Je viens d'une famille où la surdité est guérisseur. Sauf que nous, on vient au monde, on entend parfaitement. Donc, le dépistage, pour moi, c'est pas bon.
Ma plus jeune est sourde, sur 3 enfants, j'en ai un qui est sourd. Et elle a commenccommencé à perdre tranquillement avant de rentrer à l'école. Moi, à 3 ans, j'ai dit au médecin, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas bien. Oh, c'est normal à cet âge-là, on se concentre sur ses jeux, puis on ne réagit pas. Donc, elle a été dépistée seulement à la maternelle et c'était déjà avancé. Donc, elle a eu des appareils auditifs, mais elle n'a jamais vraiment bien compris après. Aujourd'hui, elle a un implant. Elle s'est fait implanter, je pense qu'elle avait 38 ans. Elle entend mieux que moi, qui a un implant aussi. Moi, je l'ai eu après 44 ans de surdité. Et avec du travail, j'ai dit, si ça s'améliore encore, j'ai réussi à comprendre au téléphone. C'est pas parfait, ma fille entend beaucoup mieux. Fait que la stimulation est vraiment importante parce que le résultat est meilleur après. L'autre question, c'est que, est-ce que, un cas comme le mien, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des dépistages quand la mère ou le père est sourd, avec, mettons, une fois par année, comme avec les vaccins, pour voir s'il n'y a pas un début de surdité? Est-ce que c'est possible? En fait, c'est présentement le cas. Lorsque le dépistage est fait à la naissance, effectivement, beaucoup d'enfants vont réussir. Dans le cas d'un enfant né dans une famille où proches, frères, sœurs, parents, grands-parents même vont avoir une surdité connue jeune, le suivi qui est proposé, c'est quand même exhaustif jusqu'à la rentrée à l'école. Donc, normalement, le dépistage est réussi, mais il est recommandé aux parents de revenir à 9 mois, à 14 mois, à 30 mois et avant la rentrée scolaire. Donc, pour ce cas de figure-là précisément, il est recommandé de faire un suivi très actif et on amène ça jusqu'à la rentrée scolaire, pas parce que c'est fini après, mais les enfants sont plus vieux et capables de nous communiquer qu'il se passe quelque chose aussi. La période avant, ils sont trop petits, donc on fait un suivi très, très serré pour ces enfants-là présentement. C'est ce qu'on fait présentement. Et il y a d'autres problématiques là, de risque chez les enfants pour lesquelles un suivi est recommandé à la suite du dépistage. Et là, je pense que la plupart des cliniques qui font de la pédiatrie se sont harmonisées ou arrimées avec ce type de suivi-là. Donc, la plupart d'entre nous l'offront aux enfants là, qui ont réussi leur dépistage. L'autre sujet, c'est que les parents ont peur que l'enfant qui porte une prothèse soit associé comme déficient mental ou quelque chose. Et moi, j'étais sourde tout le temps, pendant longtemps. J'ai été opérée à 55 ans. Mettons, j'étais à la caisse dans une épicerie, puis j'avais la tête penchée, la caissière me parlait, puis je ne répondais pas, je pouvais passer pour norme ou être comptée. Mais le fait d'avoir un appareil, un implant, les gens me tapaient l'épaule et disaient, elle l'entend pas. Fait que moi, je trouve que c'est un avantage d'avoir un appareil visible, là. Pas dire je ne suis pas normale. C'est pas vrai qu'on n'est pas normal, on est juste différent. On a besoin d'une approche. Vraiment. Oui, je suis d'accord. Tu sais, moi, je trouve que des fois, quand c'est un lieu bruyant, là, par exemple, ben moi, des fois, ça se peut que j'entende pas quelqu'un m'appeler parce qu'il y a beaucoup de bruit, hein, fait que le son se fond dans l'ambiance, mettons, là. C'est sûr que là, des fois, ils vont me toucher, même si je dis aux gens, faites-moi signe, ça me dérange pas, regarde, moi, je vais vous répondre comme ça parce que sinon, je peux avoir l'air de quelqu'un qui ignore des fois quelqu'un, mais on n'ignore pas. C'est ça, parce que l'implant, les appareils auditifs, oui, ça amplifie les sons, ça l'aide énormément. On entend les sons, on entend rire, la famille, on entend les enfants parler, on entend plein de choses, mais c'est sûr que c'est pas parfait. Hein? Comme moi, de mon côté, ça dépend de chaque personne, mais de mon côté, c'est la musique. J'entends pas la musique parfaitement, mais comme mon meilleur ami, il a l'implant, puis lui, il enseigne des cours de danse. Fait que lui, il entend mieux la musique que moi. Alors, ça dépend vraiment de chaque personne. Puis ça, on peut pas se comparer parce que chaque cas, c'est différent. Il faut apprécier la sorte d'audition qu'on a maintenant. Comme moi, ce que j'ai, le meilleur gain pour moi, ça a été la musique. Vraiment. J'essaie de toutes les écouter parce que ça m'a manqué pendant trop longtemps. Bon, dernier sujet, c'est l'AKEPA. J'étais membre, j'étais même dans le conseil d'administration à un moment donné, mais ce n'était pas pour moi. Et je trouve que les parents, ils se réunissent à un moment donné, ils échangent leur expérience différente.
Puis dans mon cas, c'est ma fille qui a apprécié de se retrouver avec d'autres enfants sourds. Parce qu'en banlieue, il n'y en a pas d'autres, on est tout seul. Fait que c'est beau l'immersion, mais ça nous isole quand on est sourd. Mais en même temps, ben, regarde, c'est la vie, il faut s'y habituer. Ma mère m'a toujours dit, ma mère était sourde, elle me disait, demande-moi pas, t'es capable, vas-y. Il ne faut jamais traiter un enfant sourd différemment. Il faut qu'il fasse son apprentissage comme les autres. Il va avoir des choses qui vont le frapper, qui vont lui faire mal. Puis c'est comme n'importe quel autre enfant. Différemment, mettons, l'enfant le chevigou dans le temps, c'était pas beau. Un nez de cochon, n'importe quoi, des grosses lunettes épaisses. Il faut qu'ils fassent leur chemin puis apprennent à se défendre quand ils sont jeunes. Mais merci. Alors, une dernière question, puis après ça, on va continuer la journée. Oui. Moi, je suis audioprothésiste. J'ai aussi fait un cours en enseignement avant de changer de domaine. Puis, je suis aussi dans l'âge où j'ai beaucoup d'amis qui tombent enceintes, qui ont des enfants en bas âge. Donc, j'ai quelques petites questions, surtout en lien avec ça. La première, c'est les centres hospitaliers qui n'offrent pas le dépistage néonatal. Est-ce qu'ils en parlent quand même? Est-ce qu'ils recommandent aux parents d'aller consulter au privé ou de demander un rendez-vous peut-être ultérieurement? Moi, je dirais par expérience personnelle, non. Pour avoir accouché à un endroit qui n'avait pas de dépistage néonatal, personne ne m'en a jamais parlé. C'est sûr que moi, j'étais sensibilisée, donc j'ai fait tester mes enfants, là, mais je pense que ce n'est pas universel que toutes les familles vont en entendre parler avant d'avoir congé. Il y a beaucoup de médecins de famille, il y a beaucoup de pédiatres qui sont sensibilisés et qui vont en parler au premier, deuxième rendez-vous. Mais encore là, ce n'est pas tout le monde qui a un pédiatre ou un médecin de famille nécessairement. Donc, c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont perdus et les parents n'ont jamais entendu parler. Donc, ça serait essentiellement quelque chose éventuellement à peut-être apporter au système de santé qu'on a. La deuxième question que j'ai, c'est vraiment en lien avec l'expérience que j'ai eue avec les amis qui ont eu des enfants, qui ont fait des otites à répétition. Je pense que ce n'est pas un mystère pour personne. Le liquide rétro-tympanique qui fait en sorte qu'on a comme une perte d'audition temporaire. Est-ce qu'il y a un délai normal pour dire aux parents, OK, là, on serait rendu à aller au tube? J'ai tellement d'amis qui ont eu, les enfants sont rendus à 3 ans. Là, ils viennent me voir, Alex, j'ai l'impression qu'il n'entend rien. Puis j'ai dit, ben, t'en es rendu où? Puis il me dit, ben, mon médecin ou la personne que je consulte ne veut pas me faire de référence en ORL. Fait que ça serait quoi le maximum à aller? Donc, si on regarde les recommandations pour les tubes, les recommandations sont un enfant qui a une perte auditive de 3 mois ou plus due à du liquide bénéficierait de tubes. Okay. Donc, clairement, dans le système de santé, souvent, les délais sont beaucoup plus longs. Mais oui, un enfant les parents remarquent qu'ils n'entendent pas bien, le pédiatre, le médecin de famille, quelqu'un a remarqué du liquide, si après 3 mois, il n'y a aucune amélioration, au plus tard, à ce moment-là, devrait être référé. Donc, le premier diagnostic d'otite avec du liquide rétro-tympanique, il faudrait essentiellement faire un test d'audition pour pouvoir documenter ou c'est comme pris en considération? C'est un peu compliqué parce que la plupart des enfants qui ont du liquide rétro-tympanique, ça va partir avec le temps. Donc, 90% du temps, après 3 mois, il n'y aurait pas de liquide. Donc, je pense que c'est idéalement un enfant qui a une perte, on soupçonne une perte d'audition parce que souvent, il n'y a pas de test qui a été fait encore, qu'on voit du liquide. Il devrait avoir un suivi qui est fait par le médecin de famille, le pédiatre. Puis si après 3 mois, le liquide est encore là, on soupçonne qu'il n'entend pas bien, mais là, faire un test d'audition puis référer en ORL. Je pense que dans un monde idéal où il n'y a pas de délai nulle part, c'est ce qui devrait arriver. Il n'y a pas d'âge maximal où on dit, OK, là, ça fait trop de titres. Non. Okay. Non. Merci beaucoup. Je pense qu'un des enjeux actuellement, c'est que les parents ou les enfants n'ayant pas d'accès à un médecin de famille, on se retrouve dans du sans rendez-vous. Et là, on va traiter une otite, mais il n'y a aucun suivi post-traitement qui est fait. Donc, personne ne peut identifier que le liquide perdure dans l'oreille. On est vraiment à la source même du suivi médical pour toute autre chose, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Fait que les familles vont traiter ponctuellement, mais comme il n'y a pas un suivi groupé de tout ça pour voir que ça perdure, mais ce n'est pas identifié et ce n'est pas pris en charge par la suite. Donc, de mon côté, étant dans le domaine, c'est-tu quelque chose que je préfère de recommander dès les premières otites de faire un test pour qu'on puisse le documenter? Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière question ici. Ce ne sera pas une question. Je vais faire ça vite. Je sais que Audrey Hardy, je suis audiologiste coordonnatrice clinique au Children, collègue de Dr Duval. Donc, je voulais juste ajouter un petit regard optimiste par rapport au déploiement du PQDSN. C'est certain que ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais pour être impliqué, le ministère est souvent en contact avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le déploiement s'en vient et ça semble très, très simple de faire le dépistage. Oui, ça prend quelques minutes, mais tout ce qu'il y a derrière est énorme. Moi-même, quand on a fait le dépistage, on avait nos programmes maison Children. Il y avait des programmes maison à Sainte-Justine aussi, dans plusieurs hôpitaux au Québec, parce qu'on était des équipes d'audiologistes fortes et puis on avait initié des choses. Mais une fois, de le mettre au niveau provincial, toute l'équipe d'informatique, OK, qui est derrière ça, parce que c'est une grosse plateforme avec un système d'information où est-ce qui nous permet de suivre les enfants dès le début. Ensuite, qui va appeler pour le deuxième test? Où est-ce que ce bébé-là s'en va pour un diagnostic? Tout ça, là, c'est immense. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, mais pourquoi on ne le fait pas? » Là, clairement, là, dans les 2 dernières années, juste en ce moment, dans l'ouest de l'île de Montréal, 9000 bébés qui s'en viennent là, ce printemps, en principe, qu'on vient de former. Ce n'est pas la formation, c'est une chose. Le nombre d'infirmières, c'est sûr qu'il y a les ressources humaines qui c'est majeur aussi, mais c'est les équipes derrière. Mais je vous le dis, ça s'en vient, puis on sent vraiment une rigueur là-dessus. Les hôpitaux sont prêts, le manifeste, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Puis les pédiatres, clairement, sont de plus en plus près. Moi aussi, je vois le nombre de demandes qui rentrent aux Children et je sais dans plusieurs autres hôpitaux qui nous sont redirigés après. Encore là, ce n'est pas tous les bébés, mais il y a vraiment une conscientisation. Les gens sont plus sensibilisés, sont clairement prêts pour le déploiement. Donc, c'était mon petit regard optimiste. Mais merci, bonne continuité, vraiment.